et c'est à nouveau moi pour continuer cette matinée dans la bonne humeur et justement dans l'avancement des choses parce qu'on va faire un live métier. Donc une interview d'une professionnelle qui a accepté de passer du temps avec nous ce matin. Donc j'espère que vous lui ferez un très très bon accueil. En tout cas, je ne doute pas de votre bonne foi. Je vous vois dans les commentaires, vous parlez pas mal et ça fait trop plaisir. D'ailleurs, on a passé les 1000 commentaires haut la main. On est à 1025. Je pense encore qu'on va faire mieux que les autres. Donc ça fait extrêmement plaisir. Pour ceux qui étaient dans le Discord, j'ai respecté vos intentions. Effectivement, j'ai envoyé un petit MP à Anime. On ne sait pas s'il y répondra. En tout cas, s'il y répondra, ça serait vraiment super cool. Donc, on va voir ça. Je vous tiendrai bien sûr au courant s'il y a des nouveautés à ce niveau-là. Mais en attendant, on va rencontrer la star d'aujourd'hui que vous allez découvrir dans quelques instants. Donc, il s'agit d'Isabelle qui va arriver dans quelques instants. Avant ça, je vous propose de regarder le sommaire pour avoir un peu une idée de ce qu'on va voir aujourd'hui. Pour commencer, on va voir en quoi consiste son métier. On reviendra sur le cas concret, je veux dire. Ensuite, on découvrira son parcours, ce qu'elle préfère, ce qu'elle aime moins. Et on terminera avec les clichés et les anecdotes. Je compte sur vous pour être au taquet, poser pas mal de questions. Je rappelle, et j'en profite que le sommaire soit encore affiché, que toutes les questions dès le début qui concernent le parcours, ça ne sert à rien de les poser parce que nous allons y venir. Si vos questions comporte d'autres choses que ce que vous voyez écrit dans le sommaire, je les prendrai bien sûr en compte en priorité parce que justement, ce ne sont pas des choses qu'on va voir par la suite dans la présentation. Voilà, je tenais à le préciser parce que c'est vrai que dans les autres live métiers, parfois, il y avait un peu des confusions, des personnes qui demandaient de répéter des questions qu'on avait déjà posées ou qu'on allait poser. Donc voilà, c'est pour ça qu'on ne vous répond pas tout de suite, mais ne vous inquiétez pas, on voit bien vos questions et justement, j'essaierai d'en faire passer un maximum. Voilà, sans plus attendre, j'ai assez parlé. La star d'aujourd'hui, il s'agit d'Isabelle. Bonjour Isabelle, comment est-ce que tu vas? Bonjour Sixtine, ça va très bien. Bon, j'ai trop hâte d'en savoir un peu plus sur ton métier. Donc, on sait que c'est dans le thème du numérique. Jusqu'ici, on est à peu près bon, je pense. Oui. Maintenant, quel est l'intitulé exact? Alors, mon intitulé exact, c'est que je suis COO, donc Chief Operating Officer, dans une start-up de tech de logiciels qui s'appelle Ask for the Moon. D'accord, ok. Alors, ouais, plein de choses à venir un peu comprendre. Déjà, une start-up, c'est vrai que c'est un mot qu'on entend souvent. C'est quoi exactement? Ah, c'est une bonne question. Une start-up, globalement, c'est une petite entreprise qui est dans ses premières années de vie. En général, c'est souvent des entreprises dans le domaine des technologies ou le numérique, etc. L'innovation, ouais. Plus que dans des métiers plus traditionnels où on va plutôt parler de PME. D'accord, très bien. Merci pour cette réponse. Autre chose, c'est vrai que l'intitulé de ton poste est en anglais. Est-ce que ça veut dire qu'il faut parler anglais? Alors, non, pour l'instant, surtout que pour l'instant, on a surtout des clients français, mais on espère bien certains nationaliser un jour. J'ai quand même utilisé le terme anglais. En fait, en français, ça se traduirait par directrice des opérations. Mais en fait, c'est vrai que c'est un peu réducteur par rapport à ce qu'on appelle un COO en startup, donc un Chief Operating Officer, puisqu'en fait, ce que ça implique, c'est qu'à la fois, j'ai la responsabilité de ce qu'on appelle les opérations clients, ce que ferait une directrice des opérations, mais j'ai aussi une responsabilité sur les opérations internes dans l'entreprise et je fais partie du comité de direction. Et c'est pour ça que j'ai quand même gardé le terme anglais de Chief Operating Officer. D'accord, on comprend un peu mieux. Mais alors à ce niveau, à Ask for the Moon, c'est quoi comme entreprise? Enfin, qu'est-ce qu'on y fait dans cette start-up? Alors, chez Ask for the Moon, on édite un logiciel, donc une app. Alors, c'est plutôt une plateforme sur ordinateur, mais tu peux être aussi sur des iPads ou des téléphones, qui est un agent IA, donc une sorte de chat GPT interne, mais qui est là pour partager le savoir-faire industriel. Donc, on travaille principalement avec des clients dans le monde de l'industrie, industrie complexe, type l'aéronautique, le nucléaire, les transports, des choses comme ça, où on a besoin de travailler sur des données qui sont critiques, qui appartiennent à l'entreprise. Donc, c'est un chat GPT qui ne va pas aller chercher sur Internet, mais qui va vraiment se concentrer sur le savoir-faire qui existe en interne chez nos clients et qui aide à le partager partout dans l'entreprise. Ok, d'accord, très bien. Voilà, tu as beaucoup de bonjour dans le chat. Il y a Léo qui commence d'ailleurs le bal des questions avec c'est quoi la différence entre un CEO et un COO?
Ah, alors le CEO, donc le Chief Executing Officer, le CEO c'est le grand patron, mais en fait le CEO, souvent c'est vraiment des binômes très forts, hein, CEO et COO, on travaille beaucoup ensemble même au quotidien. Le CEO c'est un peu le capitaine du navire, et le COO, c'est celui qui va s'occuper de faire en sorte que le navire il fonctionne, qu'il avance, etc. Et donc, qui va s'occuper de tous les rouages en interne et puis aussi avec les clients pour le faire fonctionner. C'est ça, on retrouve bien le chef des opérations. Donc, c'est toi qui vas vraiment opérer dans l'ombre pour que ça fonctionne bien. Ok, très bien. Donc, maintenant, c'est un peu plus clair. Tu nous as partagé justement des photos qu'on va pouvoir découvrir pour un peu expliquer ton quotidien. Je vois plein de choses qui ont l'air vraiment sympas. Je veux bien que tu nous les commentes pour avoir un peu plus une idée de ton univers. Très bien. Sur la partie en fait de gauche, on retrouve le type de clients d'industrie dans lesquels on opère et le fait qu'on rencontre nos clients. Ça, c'est la partie dont je parlais des opérations clients. En fait, les opérations clients, ça veut dire qu'avec mon équipe, on accompagne nos clients à déployer et à utiliser au mieux notre solution. Donc, en fait, notre objectif, c'est que nos clients soient contents, qu'ils soient bien accompagnés, qu'ils utilisent le logiciel sans problème. Parfois, on appelle ça aussi du Customer Success Management, si vous en avez déjà entendu parler, puisqu'en fait, on fait en sorte que l'utilisation de notre logiciel soit un succès chez nos clients. Donc, on est très proche de nos clients. Et donc, on va les voir, on les accompagne, on passe beaucoup de temps avec eux. Ok. Donc, dans ton métier, il faut du relationnel alors, j'imagine. Énormément de relationnel, tout à fait. D'accord. Ok. Je note, t'as vu, je commence à prendre un peu les notes pour les qualités à avoir pour faire ton métier. Ok, je t'en prie, continue. Pas de souci. Sur la partie du milieu, c'est justement expliquer qu'en en tant que COO, du coup, et en tant qu'étant à l'encontre vraiment, enfin à la rencontre des clients, etc. Notre outil, enfin notre solution, c'est pas moi qui vais la coder, mais dans mon métier, je vais vraiment contribuer aussi à créer cette solution, parce qu'en fait, avec mon équipe, on est là pour vraiment comprendre les besoins, les usages des clients, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça fonctionne mieux, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça leur apporte plus de valeur. Et en fait, on va traduire ça et on va amener ça vers notre équipe produit, vers notre développeur, pour qu'ils traduisent ça finalement dans le code et dans l'amélioration de notre produit, ce qu'on voit en bas, au milieu. D'accord, ok, pour avoir un peu plus une idée. D'accord, et on va venir à la photo qui m'attire le plus. Il y a un repas. Tout à fait. Alors ça, c'était lors de notre séminaire annuel. Donc effectivement, donc on est une start-up, donc on est une petite entreprise encore. On est 22 aujourd'hui. Donc là, il y a à peu près tout le monde sur la photo normalement, à part peut-être celui qui la prend. Et en bas, on nous voit dans notre espace plutôt de travail. Et ça, c'était aussi pour illustrer cette partie plutôt de la responsabilité que j'ai sur les opérations internes. C'est-à-dire que je travaille à mettre du lien partout en interne entre les différentes équipes et les différents métiers, puisqu'on a des métiers très différents. On a des commerciaux, on a du coup nous les opérationnels, enfin mon équipe les opérationnels, on a des équipes produits, on a des développeurs, donc on a chacun nos métiers, mais c'est important de trouver les meilleures façons de fonctionner ensemble, de travailler ensemble. Donc ça, c'est ma responsabilité par rapport aux opérations internes. Donc je ne suis pas la chef de tout le monde, mais j'ai un rôle vraiment important pour l'entreprise dans sa globalité. Et comme je le disais au début aussi, donc je fais partie du comité de direction, donc notamment avec le CEO, avec le CFO, donc la partie financière, et avec la personne CPTO, donc la personne qui s'occupe du produit et des équipes produits et techniques. Et ensemble, en fait, on prend les décisions stratégiques de l'entreprise, collectivement, si on doit changer de direction stratégique. Et on fait en sorte aussi de créer et de faire une culture d'entreprise positive, motivante, à notre image. Et ça fait partie des choses très excitantes dans ce travail. La culture d'entreprise, ça va être un petit peu les mots-clés, enfin en tout cas l'ambiance qu'il va y avoir globalement. C'est vrai que c'est hyper codé hein, de ce que tu m'en dis, là, tous les termes. C'est vrai que c'est hyper drôle, on dirait un petit peu comme dans un jeu vidéo, chacun a un rôle clé, une organisation, une armée à gérer de son côté, un côté les finances, de l'autre côté le marketing, etc. Il y a vraiment de tout. Donc ça, c'est assez drôle. Alors, il y a déjà pas mal de questions dans le chat, donc je te propose d'y répondre rapidement. Alors, j'ai vu
Ah bah du coup, Franz qui demande quelles sont les compétences à avoir pour faire ton métier. Parce qu'on a vu relationnel, ça c'est obligatoire. Ensuite, qu'est-ce que ça va être? Alors, c'est une très bonne question. Les meilleures compétences. Évidemment, oui, le relationnel. Dans le relationnel, la compréhension aussi du client, la capacité de comprendre. Donc là, en l'occurrence, nous, on adresse quand même des clients qui sont techniques, donc dans l'industrie, sur des sujets complexes, parce qu'on peut servir des clients industriels, mais travailler sur des sujets, on va dire, qui ne sont pas cœur métier. Par exemple, si je travaille sur les RH ou des choses comme ça. Là, comme on travaille avec eux sur des cœurs métiers, c'est vrai que moi, on parlera de mon parcours après, mais j'ai une longue expérience dans l'industrie, donc de la capacité à pouvoir comprendre les problématiques des clients, leur métier, pour pouvoir bien les aider. Il y a aussi tout un aspect justement un peu alors de process, c'est-à-dire avoir aussi l'expertise, l'expérience de qu'est-ce qui fonctionne bien dans une entreprise, comment on fait bien fonctionner une entreprise. Donc beaucoup de structure, beaucoup de rigueur. Et puis, on a parlé relationnel, mais dans la partie aussi humaine, il y a aussi des grosses capacités managériales, à la fois managériales directes, c'est-à-dire mon équipe, je suis leur manager au quotidien. Mais il y a un aspect qui peut être un petit peu différent, c'est qu'il y a toutes ces autres personnes qui ne sont pas, dont je ne suis pas directement la manager. Mais où il faut savoir les motiver, les entraîner, être dans la collaboration. Donc tout l'aspect team spirit est très important aussi. Ok, très bien. Merci pour cette réponse. Alors oui, j'ai vu dans le chat passer aussi, on demandait ce qu'était un séminaire. Wesley qui se demandait. Un séminaire, ça va être un peu, on se retrouve tous en équipe pour consolider en fait l'esprit d'équipe d'une même entreprise. Et parfois, il peut y avoir des activités, des réunions, là, des repas, par exemple, ou même des jeux. Donc voilà, c'est vraiment ce côté-là. Et ça arrive, c'est vrai, dans les entreprises pour vraiment raffermir un peu les liens entre les gens. Alors ensuite, j'ai vu pas mal de questions qui sont venues au niveau des études, des matières à faire, etc. On va y répondre dans quelques instants. Dans la partie parcours, ce sera plus simple. Mais sinon, il y a Alia qui te demande quels sont les horaires de ton métier. Alors moi je travaille pas mal. Moi je travaille environ on va dire de 9h à 19h, 19h30 tous les jours. Après j'ai effectivement voilà, un rôle important et dans la direction de l'entreprise, même si c'est pas moi j'étais pas là à la création de l'entreprise, c'est un aspect très entrepreneurial. Donc parfois quand il y a des urgences, on ne compte pas trop nos heures, mais le but c'est de trouver un rythme aussi et un équilibre. J'ai une famille à côté, j'ai 3 enfants, etc. Donc Trop bien, ok. Donc ça fait pas mal. Et il y a Enzo qui te demande, est-ce que tu trouves ton métier compliqué? Si oui, pourquoi? Alors, oui, c'est compliqué parce qu'effectivement, c'est très complet et très varié. Après, moi, c'est ce qui me plaît aussi, hein, donc, mais je vais devoir changer de sujet et devoir basculer un peu dans ma tête très vite au fur et à mesure des journées, puisque je vais à la fois être dans une réunion avec des clients pour un déploiement de notre solution chez eux. Juste après, je vais être dans une réunion stratégique pour décider de si on change le prix de notre outil avec le reste du comité de direction. Ensuite, je vais avoir un sujet RH parce que quelqu'un a un souci personnel et qu'on doit l'accompagner. Enfin, donc, je vais avoir vraiment une myriade de sujets. Donc, il faut toujours avoir une agilité. Il faut aussi bien vivre avec l'inconnu parfois, puisque parfois j'ai décidé qu'aujourd'hui j'allais travailler sur ça parce que j'avais du temps pour avancer sur un sujet. Et puis, il y a un souci qui arrive D'un coup, ouais. en interne et puis il faut basculer. Ok, d'accord. Donc ça, faut aussi réussir à bien s'organiser, mais en même temps, pouvoir rebondir s'il y a des imprévus. Ça, c'est important. Et d'ailleurs, une question dans le chat que j'ai vu passer, après, on se remettra un peu sur la présentation, parce que c'est vrai on a dévié, mais qui est intéressante, qui demande si toi, tu sais coder. Alors non, je ne sais pas coder, Ok, effectivement. donc c'est pas une obligation pour faire ton métier, Non. malgré que tu travailles dans ce milieu. D'accord, très bien. Bon, ça, c'est rassurant. Ok. Donc ensuite, parce que oui, il avait précisé pour le codage, j'avais oublié de dire, parce que c'est vrai qu'il y a une image de code, comme tu disais, qui était le produit même en fait de Mm. ton entreprise. Donc je te laisse un petit peu nous commenter les trois photos d'en bas.
Oui, alors je l'avais fait un peu par colonne, mais du coup, la photo en bas à gauche, c'est effectivement quand on va chez nos clients, et parfois on va même à leur rencontre au plus près du terrain, qu'on peut le voir avec les casques de sécurité, etc. Et donc effectivement, celle en bas au milieu, elle est en colonne avec celle de dessus, Oui. bien finalement, pour que notre solution soit dans les mains de nos clients. Et bien derrière, il y a du code. Et en fait, c'est un aller-retour constant où, de notre côté, côté opération, on va du coup faire remonter les besoins des clients que nos équipes de dev vont traduire en code de leur côté. Mais que finalement, un code, au final, c'est une fonctionnalité et ça remplit un besoin du client. Et il faut toujours garder vraiment toute cette ligne-là. Et en bas à droite, bah, c'est notre open space avec l'équipe au complet. Et effectivement, bah, étant dans une entreprise de 22 personnes, on est tous ensemble au même endroit. Et pourtant, c'est ça qui est intéressant. Ça n'empêche pas d'avoir besoin de vraiment mettre en place des façons de travailler, des méthodes, etc. Parce que si on se met à tous se parler à tort et à travers, on va pas être très efficace. J'imagine bien. Ok. Et d'ailleurs, vous êtes basé où? Je ne crois pas t'avoir demandé. On est à Paris, à République. D'accord, ok. Bon, on n'est pas si loin alors, mais c'est très bien. Ok, génial. Donc, il y a beaucoup de questions encore. J'essaie. Ah bah tiens, c'est vrai que c'est intéressant. Wally qui demande quels sont les avantages à travailler dans un espace ouvert. Alors, l'avantage, c'est que bah, ça crée une proximité avec tout le monde. On peut facilement aussi, parfois, ça arrive qu'on puisse entendre quelque chose qu'une équipe discute et qui finalement nous intéresse aussi. Donc, ça permet de créer beaucoup plus d'interactions de façon un peu plus informelle. Ça contribue aussi à l'ambiance parce qu'il y a aussi des choses qu'on entend qui sont plutôt de l'ordre de rigoler, de prendre une pause ensemble facilement, puisqu'on a même, alors on ne le voit pas sur la photo, mais même notre partie cuisine, machine à café est vraiment sur l'open space. Donc c'est un peu comme une grande colloque du travail. Ça, c'est pratique, ça. Ok, très bien. Bah, pour vérifier qu'on ait bien compris ton métier, on va passer au cas concret. Donc, le cas concret, tu dis quelle mission? Aider les gens qui bossent chez Airbus, trop stylé, donc l'aviation, à trouver plus facilement les réponses à leurs questions. Alors, quel type de questions ça peut être? Alors, ça peut être des questions, par exemple, sur les règles de sécurité à appliquer sur telle ligne de production ou quand ils se rendent du coup chez un client, etc. Ça peut être comment bien faire telle action de son travail. Donc, machine de et comment est-ce que je dois faire telle ou telle action de maintenance. Ou ça peut être parfois, on a des sujets plus transverses, il y a un nouvel outil, par exemple, informatique qui est à disposition des collaborateurs dans l'entreprise et les gens ont besoin de comprendre comment l'utiliser. D'accord, ok. Donc, ouais, ça va vraiment être un outil qui va aider et simplifier la vie des personnes qui travaillent notamment là chez Airbus dans cet exemple. Donc, les problèmes, tu dis, c'est le bazar. Les réponses sont éparpillées à travers des milliers d'outils et de collègues. Ah, bah oui, ça j'imagine. Surtout qu'il ne faut pas se tromper. Du coup, une fois qu'on déploie l'outil, il ne faut pas donner de mauvaises infos. Exactement, exactement. Donc il y a à la fois, ça peut exister dans de la documentation, mais les gens ne savent pas forcément où c'est, où le trouver, dans quelle page, de quel document, etc. Ou parfois les documentations sont très compliquées et donc sont pas forcément très faciles d'accès et de compréhension. Mais aussi à travers les collègues, parce qu'on a la partie de ChatGPT, mais on donne aussi la possibilité en fait d'aller chercher des collègues chez Airbus, par exemple, qui savent la réponse. Et c'est notre solution qui, par des algorithmes d'IA aussi, va réussir à pointer les collègues. Parce que quand on est dans une organisation comme Airbus qui est énorme, on ne sait pas forcément, on ne travaille pas avec tout le monde, donc on ne connaît pas tout le monde et on ne sait pas forcément que telle ou telle personne a déjà fait ça et sait déjà comment le faire.
D'accord, bon, c'est un petit peu comme nous, là, c'est vrai. Dans le chat, on voit énormément de personnes qui réagissent. Il y a Wally qui est souvent là, Wesley aussi, Pierre-Louis, Maël, etc. C'est vrai qu'il faut imaginer un petit peu comme si il y avait le délégué de la classe, et donc pour la réponse, on allait dire, bah, tiens, bah, vous pouvez demander à Wesley, mettons, pour avoir votre réponse si du coup vous avez besoin de plus d'informations. Ça, c'est bien aussi parce que ça rapporte quand même un aspect humain aussi, euh, en plus de l'outil, quoi. Exactement. Vraiment, notre logique, notre approche de l'intelligence artificielle, nous, c'est l'intelligence artificielle, elle est au service des humains, elle ne remplace pas les humains. Et on veut garder vraiment l'humain et l'expert technique de chez nos clients au centre. C'est aussi pour ça qu'on s'adresse à des clients industriels chez qui il y a potentiellement un gros risque à utiliser des solutions d'IA généralistes qui n'ont pas été pensées spécifiquement pour leurs contraintes et pour l'importance, voire la dangerosité des sujets sur lesquels ils travaillent. C'est sûr, l'IA là-dessus, faut se méfier, on a bien compris à ce niveau-là. Je pense que Airbus, en tout cas, ça donne des idées à Elio qui te demande, est-ce que tu fais des voyages d'affaires? Oui, tout à l'heure, je me déplace à Lyon Génial, ok. pour aller faire justement une formation chez un nouveau client. Trop bien, d'accord. Donc, alors, c'est ça. Là, quand tu dis nouveaux clients, etc., donc tout ne se passe pas en visio. Alors, tu peux être amené à te déplacer directement chez eux. Comment ça fonctionne? Tout à fait. Bah, on trouve l'équilibre entre la praticité aussi, parce qu'on ne peut pas se déplacer partout à chaque fois qu'on a une interaction, mais sur certains types de réunions, comme des formations, en fait, on remarque que ça marche quand même beaucoup mieux si on est en personne avec les gens. C'est-à-dire que là, du coup, on va faire la formation à des nouveaux utilisateurs. Donc, ils vont s'inscrire pour la première fois sur la plateforme et apprendre à l'utiliser. Si on leur montre par une visio en formation, ils vont avoir l'impression d'avoir retenu, mais ils vont oublier les trois quarts. Là, on est avec eux et en fait, on leur dit, bah, créez votre profil, allez poser une question. Et puis, on tourne et on regarde comment ils se débrouillent, s'ils trouvent bien, s'ils trouvent facilement. Ça permet à eux d'apprendre vraiment mieux, parce qu'en fait, on intègre vraiment quand on fait les choses. Et nous, ça nous permet de voir aussi ce qu'on peut améliorer sur l'expérience d'utilisateur de notre interface. Parce que si on remarque que quand on donne une instruction simple, tous les clients vont cliquer en haut à droite, alors qu'en fait, c'était en bas au milieu, bah, c'est probablement dans notre interface, c'est pas assez clair. Bien sûr. On a besoin de faire évoluer notre produit. Ouais, ouais, il faut en fait des testeurs quelque part pour ensuite avoir une idée de comment l'améliorer. Ok, oui, très bien. Ouais, ouais, non, ça paraît beaucoup plus clair comme ça. Qu'est-ce qu'on a dans les commentaires? Il y en a beaucoup qui demandent, ah si, aussi combien de temps toi et tes équipes mettent à développer, là, par exemple, cette espèce de chat GPT pour Airbus? Alors, je séparais le côté développer et le côté déployer. Oui. Donc, développer, notre idée, le principe, c'est quand même d'avoir un logiciel qui est le même pour tout le monde. C'est-à-dire que quand on s'inscrit sur Facebook, on ne vous recrée pas une application Facebook juste pour vous. Donc, tout ce qui est notre intelligence artificielle derrière, etc., la plateforme, comment elle fonctionne, ses fonctionnalités, elles sont communes. Donc, pour vraiment créer donc, on ne va pas développer pour Airbus directement. Si Airbus devient un nouveau client, on va lui créer, et ça prend 20 minutes, ce qu'on appelle une nouvelle instance, donc comme une copie à côté de nos autres plateformes chez nos autres clients, mais qui est juste à eux. En revanche, pour déployer, on prend environ 3-4 semaines vraiment d'accompagnement des clients. Pour qu'ils apprennent à l'utiliser, qu'ils choisissent les sujets sur lesquels ils veulent insister, donc quelle documentation ils veulent donner pour leur permettre de faire des tests, parce qu'on a besoin de gérer des documents qui sont à l'intérieur très complexes parfois. Donc nous, on améliore toujours en fait notre intelligence artificielle. Derrière l'intelligence artificielle, il y a beaucoup d'humains très intelligents qui travaillent. Pour les former, qu'ils puissent l'utiliser tout seuls, qu'on soit sûr qu'il y ait une bonne adoption, c'est-à-dire que beaucoup de gens l'utilisent parce que dans les entreprises, les gens, ils ont beaucoup de solutions informatiques. Donc, c'est pas parce qu'on leur envoie un mail en disant il y a une nouvelle solution qui est là, qu'ils vont se mettre à aller l'utiliser tous les jours, etc. Donc, au début, on a besoin de passer vraiment du temps. On a en général un chef de projet, en fait, côté client,
qui fait en sorte, en termes de communication, de formation, que ça décolle bien. Et ensuite, on peut être un peu moins présent. Ok, trop bien. Bah, merci. Il y a Wesley qui d'ailleurs précise que tu expliques super bien, que ça lui fait du coup très plaisir. On va passer à la suite si tu veux bien. Il y a Zaira justement qui demande, a-t-elle toujours voulu exercer ce métier? Donc c'est ce dont on va parler, ça me fait la meilleure transition possible. Parce qu'alors, après, enfin, au niveau de la troisième, tu as fait un lycée général en section sciences économiques et sociales, option mathématiques, donc plutôt un profil scientifique. Est-ce que tu savais déjà ce que tu voulais faire à ce moment-là ou pas du tout? Non, alors plutôt d'ailleurs, je dirais un profil un peu au milieu. Alors, je D'accord. sais que maintenant, et là je vais faire très vieille, mais maintenant ça a changé le système du bac, etc. Mais à l'époque, on avait quand même 3 sections, la section L, littéraire, la section S, purement scientifique, et la section ES, donc sciences économiques et sociales. Et comme moi, justement, je m'intéressais un peu à tout, j'avais pas envie de complètement abandonner le littéraire et de faire que des sciences, mais j'adorais les sciences aussi. Et donc, du coup, j'ai pris la voie du milieu. Mais j'ai pris l'option mathématique parce que j'aimais beaucoup ça et que je voulais quand même garder un bon aspect scientifique. Je ne savais pas ce que je voulais faire plus tard. J'avais un peu choisi par rapport voilà, aux matières qui me plaisaient, à ce côté où j'avais envie à la fois d'avoir du littéraire, de l'éco, de comprendre la vraie vie et d'avoir des sciences. Et du coup, je me suis dirigée ensuite vers une école de commerce. Donc oui, donc dans ce cas-là, tu as dû faire une prépa HEC pour ensuite arriver en école de commerce HEC, donc une école réputée. Tu as fait pas mal des stages en Inde, j'avais même pas lu, d'accord, en Inde, à Paris et à Singapour, dans la microfinance, le capital investissement et en start-up biotech. Waouh, plein de mots compliqués, mais qui ont Oui, l'air, franchement, pour le coup, hyper riches et passionnants. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer ce qui s'est passé? oui, j'ai prévu de tout expliquer. Donc, je suis rentrée en école de commerce et effectivement, c'est l'occasion par les cours, mais aussi surtout par les expériences professionnelles qu'on fait dans le cadre de nos études, de découvrir un peu différentes choses. J'ai fait un stage donc effectivement en Inde en microfinance. Donc, la microfinance, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un principe qui a été créé notamment en Inde d'ailleurs, pour faire des prêts de petites sommes d'argent à des personnes pauvres ou qui n'ont pas accès aux banques traditionnelles pour les aider à créer une activité, à travailler ou à améliorer leur vie. Et donc moi, ça m'intéressait beaucoup en fait l'aspect de mettre en fait l'économie et le business au service du développement humain. Et donc je suis allée en Inde faire ce stage. Incroyable. Et t'en as pensé quoi alors? C'était comment? C'était passionnant parce que je suis allée vraiment sur le terrain, je suis allée dans les bidonvilles, rencontrer les femmes qui s'organisaient pour faire les prêts, etc. Et donc vraiment, vraiment passionnant. Et puis pour moi, un moment de grande ouverture d'esprit quand même. Voilà, j'avais 20 ans, j'avais toujours habité au même endroit à Paris. Et puis j'ai débarqué à l'aéroport en Inde pour 3 mois, à vivre là-bas, etc. Donc ça a été quand même un moment assez important. Je pense que c'est aussi des années où on construit encore beaucoup sa personnalité, etc. Et ça a été assez fondateur pour moi. Trop bien, incroyable. Et pour la suite, alors, qu'est-ce que tu as fait? Donc, D'ailleurs, je précise, excuse-moi, là, il y a Zoé, je viens de voir son commentaire qui dit son parcours, il est trop stylé. Donc, ensuite, du coup, j'ai fait un stage à Paris en capital investissement, donc un peu plus traditionnel. On appelle ça aussi du private equity, si jamais c'est des choses que vous entendez. En fait, là, donc j'étais dans une entreprise, ce qu'on appelle un fonds, et donc c'est une entreprise donc c'est des investisseurs. En fait, ils mettent de l'argent dans une entreprise. Là, en l'occurrence, j'étais sur une partie très spécifique où on achetait l'entreprise en totalité, en fait. Donc, on investit, on met de l'argent dans une entreprise, souvent soit des PME, soit des startups, pour l'aider en fait à se développer. En échange, en fait, on obtient une partie de l'entreprise. Donc, si l'entreprise, on la développe bien, plus tard, le fonds gagne de l'argent là-dessus. Ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait un côté, moi je voulais avoir un côté assez formateur puisque c'était quand même financier, il fallait comprendre, analyser en fait à la fois le côté financier et à la fois le côté
le métier de l'entreprise pour savoir si c'était un bon investissement, si on y croyait, si on pensait qu'on pouvait développer l'entreprise. Et il y avait aussi un aspect un peu plus opérationnel où après, on aidait vraiment l'entreprise à se développer. Donc, on les aidait, par exemple, à racheter d'autres entreprises, on les aidait à mettre en place des méthodes en interne, etc. C'est-à-dire on ne mettait pas juste l'argent et puis après, on espère qu'ils font bien. Il y avait vraiment un partenariat avec l'entreprise pour les aider. Et c'était plutôt dans des PME, c'était des PME françaises. On investissait dans des PME françaises, plutôt industrielles d'ailleurs. Donc, c'est là qu'a commencé un petit peu ma petite fibre industrielle. D'accord. Et PME, je reprécise, c'est du coup une entreprise de moins de 500 employés. Voilà, pour être sûr. Ok, très bien. Et dans la suite, alors, qu'est-ce que tu as fait? Et après, je suis partie à Singapour, en stage toujours, en start-up, donc petite entreprise, dans la biotech. Alors, la biotech, plus précisément, même c'était un sujet pharmaceutique, mais la biotech, c'est quand on utilise le vivant, donc c'est-à-dire les cellules, l'ADN, des produits de la biologie, en fait, pour créer des produits ou des solutions qui sont utiles à l'humain. Et là-bas, ce qui était passionnant, c'est qu'en allant en start-up, j'avais beau être stagiaire, j'avais un rôle de directrice commerciale, donc j'avais même une équipe. Et donc, on vendait un produit, un médicament, en fait, qui aidait à récupérer après des AVC, donc des accidents vasculo-cérébraux. C'est quand on a, par exemple, un caillot dans le sang, et après, on peut avoir des conséquences neurologiques. Voilà. Ok. Ok, très bien. Bah, merci pour ces réponses. Il y a Wally quand même qui demande, il n'a pas très bien compris la partie sur le fonds d'investissement. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, donc, le fonds d'investissement, alors je vais essayer si je veux. Donc, lui, il va investir de l'argent, c'est-à-dire qu'il va mettre de l'argent dans une entreprise. Parce que une entreprise a besoin d'investissement quand elle veut vraiment se développer. Au-delà de l'argent qu'elle gagne par son activité, si j'ai une entreprise, par exemple, on avait une chaîne de réparateurs auto. Voilà, cette entreprise, elle a plusieurs locales de réparation auto dans une région, en France par exemple, et elle veut se développer dans la région d'à côté. Par ça, elle va devoir acheter d'autres locaux de réparation auto à d'autres gens, qui sont peut-être des gens individuels aujourd'hui, qui veulent les vendre pour pouvoir agrandir l'entreprise. L'entreprise toute seule ne va pas forcément avoir ces moyens-là. Et donc, du coup, le fonds, en fait, il est là pour donner de l'argent à l'entreprise. En échange, il a une partie de l'entreprise, c'est-à-dire en échange, je deviens propriétaire de, par exemple, 20% de l'entreprise. Okay. Et cet argent que j'ai investi dans l'entreprise va permettre de développer l'entreprise. Si ensuite, du coup, j'aide l'entreprise à augmenter son chiffre d'affaires, à augmenter sa rentabilité, donc l'argent qui lui reste une fois qu'il a payé tous ses coûts, et bien du coup, à la fin, d'une certaine façon, je récupère de l'argent. Ouais, la mise, quoi, quelque part. Et j'ai aidé à l'entreprise de se développer, en tout cas pour le début, quand on n'a pas forcément les moyens. Exactement. Ok, très bien. Et justement, là, tu as eu plein d'expériences à l'étranger et tout ça. Comment tu l'as ressenti? Est-ce que des fois, ça te donne envie, pourquoi pas, d'aller t'installer à l'étranger pour travailler? Alors, j'ai eu plein d'expériences, effectivement, enfin, quand j'étais en études, en stage. D'ailleurs, quand j'ai commencé le conseil en 2010, j'étais donc dans un cabinet de conseil international où du coup je pouvais voyager. Donc j'ai fait quelques projets à l'étranger aussi dans cette période-là. Et au début, je me disais que j'irais tout le temps à l'étranger, que ce serait super parce que je revenais tout juste de Singapour. Et puis c'est passé un petit truc dans ma vie, c'est que j'ai rencontré mon mari à ce moment-là et j'ai trouvé que Paris c'était quand même super sympa. Ouais. C'était bien. Donc, je ne suis pas fermée à y aller si j'ai une opportunité. Après, c'est vrai que je ne le cherche pas forcément. Ok, d'accord. Donc peut-être, mais en tout cas, tu ne fermes pas la porte. Et alors, du coup, après tes études, donc tu as fait du conseil, je vois départ dans l'industrie, le grand saut en start-up dans la cyber et mêler la start-up tech et l'industrie chez Ask for the Moon. Justement, dans toutes enfin, tu as eu énormément d'expérience. Est-ce que pour faire ton métier, tu penses qu'il faut avoir autant d'expérience que toi ou est-ce qu'on peut arriver juste en sortie d'école? Alors, c'est très variable. Ok.
En fait, le rôle de CEO, ça dépend en fonction de la taille de l'entreprise, du moment de sa vie, etc. Il y a des profils qui peuvent être très différents en fait. Parce que notamment, en général, par exemple, quand des personnes fondent une entreprise, quand on a 2-3 fondateurs dans une entreprise, dans de l'entrepreneuriat, en général, il y en a un qui va prendre le poste de CEO, un qui va prendre le poste de COO. Et donc, en fait, il y a beaucoup aussi de gens qui, quand ils sortent d'école, créent des entreprises et sont CEO d'une entreprise. Parce que c'est la leur et parce que c'est leur projet entrepreneurial. Donc oui, on en voit des CEO qui sortent d'école et qui peuvent très bien réussir d'ailleurs, si leur start-up réussit, mais qui n'ont pas forcément toute l'expérience à apporter à leur entreprise qu'ils auraient pu avoir dans d'autres éléments. Et puis, il y a des entreprises qui, dans certains niveaux des startups, dans certains niveaux de leur développement, vont aller chercher des CEO qui ont le type d'expérience et d'expertise que j'ai pour vraiment aider à accélérer et à être sur des niveaux, on va dire, d'excellence au sens professionnel du terme élevé. D'accord. Il y a Charles aussi qui te demande si c'est possible d'avoir une fourchette de salaire en tant que COO. Donc, ma réponse revient un peu à ce que je disais juste avant, c'est que c'est extrêmement variable, puisque ça dépend de la taille de l'entreprise, de son cycle de vie, du profil de la personne. En fait, c'est très lié au profil de la personne qui vient. Donc, en fait, même sur un profil un peu expérimenté, voire très expérimenté, ça peut aller de 4 000 à 8 000 euros par mois net. Hein. Mais ça peut être aussi des fondateurs en sortie d'école qui parfois ne se payent pas pendant des années pendant qu'ils montent leur start-up. Donc, c'est un grand monde. Après, peut-être un petit mot que je voulais rajouter par rapport à si on peut le faire en sortie d'école, pas forcément CEO à moins d'être entrepreneur, on va dire. Mais en revanche, le sujet de travailler dans des opérations clients, et donc souvent dans les boîtes tech, j'ai parlé de ce mot au tout début, on appelle ça des Customer Success Managers. Ça, c'est des rôles qu'on peut démarrer en sortie d'école. D'accord, ok. Super. Et dans ton métier aussi, c'est une question que j'ai vu passer, mais c'est vrai que je n'ai pas relevé. Est-ce qu'il faut une aisance numérique au final? Oui, alors, je ne peux pas dire non. Ouais. C'est pas possible. Mais effectivement, par rapport à la question qu'il y avait un peu plus tôt sur est-ce que je sais coder, non, je n'ai pas besoin de savoir lire le code, de comprendre le code, etc. Il faut à minima, être curieux des sujets techniques et notamment chercher à comprendre un certain niveau dans la discussion. C'est-à-dire que parfois, quand on va se dire mon client, il a besoin de ça, il faudrait faire cette fonctionnalité. Moi, ça me paraît, j'ai l'impression que c'est un truc super simple, quoi. Oui. Et donc, il faut avoir la curiosité d'entendre que les techs, parfois, ils vont me dire, mais en fait, ça, c'est 3 semaines de dev. Ça me paraît complètement aberrant, mais parce qu'en fait, je n'ai pas la connaissance fine de ce que ça implique, parce que ça peut avoir des ramifications avec d'autres bouts de notre code, etc. Et donc, il faut au moins avoir la curiosité et l'entente et comprendre ces éléments-là. Mais voilà, c'est pas être un pro de l'informatique. Il faut comprendre au moins un minimum. Il y a Léa aussi qui te demande, pensez-vous développer d'autres IA pour plus tard? Alors, c'est-à-dire? Je pense que c'est vis-à-vis du fait que là, il y a justement de l'IA avec l'espèce de chat GPT Ask Airbus, là. S'il y a d'autres IA peut-être à développer autour d'un autre domaine? Alors, je pense qu'on va surtout... On va, a priori, après, une entreprise peut faire des grands virages stratégiques. Mais on va rester sur une stratégie de l'IA pour la gestion de la connaissance. En revanche, il y a plein de bouts de la solution où l'IA peut aider, pas seulement pour faire les réponses, mais par exemple, sur le sujet de trouver les bons sachants dans l'entreprise, c'est aussi des algorithmes d'IA qui vont essayer de comprendre, en fait, en fonction de l'usage que les utilisateurs ont, l'IA va essayer de comprendre elle-même la carte des compétences des gens
et va pouvoir plus facilement aller chercher de l'expertise chez les gens. Et ça va être une application et un travail IA qui n'est pas directement le côté IA conversationnel à la chat GPT. Ok, d'accord. Super. Bon, bah écoute, on va passer justement aux choses que tu préfères dans ton métier. Je suis curieuse de voir ce que tu as dit. Alors, tu as dit trouver des idées qui aident nos clients et les personnes qui travaillent avec nous, donc un côté créatif, et être à la pointe de la technologie. Ça, c'est vrai que ça doit être vraiment génial pour le coup de travailler avec les intelligences artificielles pour ça. C'est parce que vraiment, on se sent dans le futur un peu alors qu'on est dans le présent. Mais je te laisse commenter avec tes propres mots. Exactement. Oui, ce que j'ai voulu mettre dans le premier point, c'est qu'effectivement, un peu ces deux pendants de les opérations clients, donc trouver des solutions pour nos clients, des idées qui les aident dans le produit ou dans notre accompagnement. Mais il y a aussi tout cet aspect interne et trouver des idées pour que on travaille bien ensemble, pour que ça aide les différentes équipes en interne chez nous. Voilà, donc de manière générale, mettre un peu du lien, de l'harmonie et apporter quelque chose d'utile un peu à tout le monde, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que du coup je retrouve à la fois vers l'extérieur avec nos clients et vers l'intérieur avec les collaborateurs de l'entreprise. Ok. Et bah, la pointe de la technologie, effectivement, j'ai fait des études assez généralistes et très vite après, j'ai aimé aller dans l'industrie, dans des choses techniques et j'avais envie d'être aussi sur des aspects du futur et donc vraiment rentrer dans des sujets de l'IA qui sont vraiment les sujets de demain et de rejoindre les deux mondes de l'industrie qui peut paraître un peu traditionnelle, un peu à l'ancienne, un peu les chaînes de production, etc. Et les technologies du futur comme l'IA, c'est passionnant. Ouais, bah, j'imagine bien. C'est vrai qu'il y a une question auquel on avait dit qu'on allait répondre sur le parcours et je l'ai oublié, mais à culpa. Qu'on a du coup Daman qui nous demande quelles sont les matières, en tout cas, à mettre en avant dans ce métier vis-à-vis de l'école. Est-ce que c'est plus, selon ton métier, ce serait plus de faire des maths, par exemple, de l'anglais? Euh, alors, oui, je pense que dès qu'on veut aller de toute façon vers des choses assez technologiques, etc., techniques, les mathématiques, c'est nécessaire. Je pense que les sujets économiques, là, enfin, on est vraiment dans du, justement, pas dans de, je suis pas dans de l'IA et de la technologie pour la technologie, c'est-à-dire comme de la recherche, etc. C'est vraiment quelque chose d'appliqué Mhm. à des vrais besoins business, économiques, et donc tout ce qui va être autour de comprendre bien les entreprises, l'économie, etc. C'est aussi voilà les deux éléments importants, je dirais. D'accord. Bah, merci pour cette réponse. Et maintenant, on va passer aux choses qui fâchent. Qu'est-ce que tu aimes le moins dans ton métier? Tu as dit quand un collègue ne se sent pas bien à cause du travail ou qu'il n'y trouve plus de plaisir. Alors ça, c'est vrai qu'on va en parler. En plus, comme tu me disais, tu es en open space, donc pour le coup, tu dois ressentir les émotions des gens autour. Et quand on oublie qu'on bosse tous pour le même objectif. Donc oui, ça aussi, la motivation qui doit être très importante. Comment tu fais face à ça, justement, toi? Euh, alors oui, effectivement, je parlais aussi alors, de la responsabilité dans mon rôle, mais après, je pense que c'est aussi une question personnelle aussi et humaine, même avant d'être CEO. C'était important pour moi que les gens dans mon équipe, par exemple, quand j'étais manager ou même à côté de moi, bah, se sentent bien, ne subissent pas un stress trop important et même au-delà de juste se sentir bien, bah, vraiment, ils soient motivés, excités par ce qu'ils font tous les jours. Donc, moi, je prends beaucoup de temps. En fait, le côté managérial, c'est prendre du temps, être à l'écoute, savoir mettre en priorité à un moment bah, une personne et sa santé, son bien-être, plutôt que un client qui s'excite et qui met beaucoup de pression. Et donc, c'est vraiment voilà, prendre ce temps-là, voilà, accepter que bah, on a de la vulnérabilité en entreprise, même si il faut rester professionnel. On est des êtres humains, on est des êtres humains à la maison, on est aussi au travail. Mhm. Il faut prendre ce temps-là. Oui, et puis c'est valable aussi vous, hein, en classe, si vous avez un pote ou une pote qui est démotivé, qui ne se sent pas bien ou ce genre de choses, n'hésitez pas à être un soutien pour elle ou pour lui et justement pour l'aider à trouver bah, peut-être ce qui cloche aussi, ce qui est compliqué.
Et ça aussi, on n'en parle pas assez, mais parfois on peut avoir un désintérêt pour les études, mais parce qu'en fait, c'est peut-être pas le domaine qui nous plairait le plus. Donc ça peut aussi vous aider à trouver votre voie par la suite. Ok. Et, oui. Et retrouver aussi, parfois, il y a des choses, on va dans le travail, mais dans les études, c'est pareil. Il peut y avoir des choses qui nous plaisent moins et qu'on est obligé de faire. Et dans ces moments, si ça prend une part trop importante, ça plombe un peu le moral, etc. Et il faut retrouver un peu, reprendre le temps de faire les trucs qui nous plaisent pour reprendre de l'énergie, pour reprendre du plaisir, pour quand même faire ce qu'on doit faire, mais dans un élan plus positif. Totalement. Et il y a Léa qui te demande, est-ce que ça recrute? Chez nous ou dans le... De manière générale, en tant que CEO? Ah, oui, oui, oui. Dans toutes les startups, il y a besoin de CEO. Après, il y a beaucoup parfois de startups qui ont déjà des CEO qui étaient dans les fondateurs dès le début. Mais oui, oui, oui. Ok, super. Ah oui, et puis quand on oublie qu'on bosse tous pour le même objectif, ça aussi, ça doit être compliqué parce que j'imagine qu'on serre les coudes, comme tu disais, dans une start-up. Vous êtes nombreux, mais à la fois pas tant que ça. Et donc, c'est important aussi, j'imagine, quand on travaille et qu'on voit que la personne à côté de nous n'est pas motivée, ça peut être, ou du coup, n'est pas motivée par le même objectif, c'est compliqué. C'est ça, en fait, c'est quelque chose qui est très important, c'est que finalement, comme je disais au début, on a des métiers très différents. Donc, concrètement, la façon dont chacun contribue à l'entreprise est très différente. Et c'est important que chacun comprenne que même si moi, je suis en train de faire du code, que moi, je suis en train de faire une formation chez le client et moi, je suis en train de vendre, de chercher de nouveaux clients et de vendre le produit, on le fait tous pour un même objectif et qu'on contribue chacun au succès des autres équipes. Et puis parfois, on est un petit peu la tête dans le guidon et on l'oublie un peu. Et quand on l'oublie, on arrive à un peu des situations d'opposition. C'est-à-dire, je ne peux pas faire ça parce que moi, ça ne me sert à rien, en oubliant que ça sert à l'autre et qu'on passe tous pour le même objectif au final. Totalement. Trop bien. Merci pour ce rappel aussi. C'est valable, comme on disait, en cours aussi. Et on va passer du coup à la dernière slide parce qu'il ne nous reste plus que 3 minutes de clichés et anecdotes. Les filles ne sont pas faites pour les sciences. Ah, génial. Dis-le plus fort. Oui, c'était important pour moi. Alors même si effectivement, pas forcément beaucoup expliqué mes expériences plus professionnelles vraiment en sortie d'école, mais en fait, alors j'ai mis les sciences au sens large, mais là, par exemple, dans mon cas, il y a l'aspect de l'industrie, parce que même quand j'étais dans le conseil, je travaillais surtout avec des clients dans l'industrie, dans des industries un peu lourdes, dans l'automobile, dans de la chimie, etc., qui sont plutôt des mondes d'hommes, malheureusement aujourd'hui, qui ne devraient pas. Et la tech, où aussi, on a une sous-représentation, malheureusement, encore des femmes. Et ce que je trouvais important de souligner, c'est déjà, moi, je travaille dans la tech pour des gros industriels, donc deux mondes qui sont traditionnellement moins féminins, et ça se passe très très bien. Mais surtout qu'en fait, j'avais pas forcément pris la voie, j'avais pas forcément décidé dès le début que j'allais aller là-dedans, parce que j'ai fait une école de commerce. J'aurais pu tout à fait partir faire du marketing dans les cosmétiques. Et probablement que c'est l'image que se faisaient les gens quand je disais je sors d'HEC, tu fais quoi? Non, je ne fais pas du marketing dans les cosmétiques, je travaille dans l'industrie. Ouais. Et en fait, ça s'est fait petit à petit. En fait, dans l'entreprise, dans le conseil, en fait, mes collègues m'appelaient l'ingénieur refoulé, en disant qu'en fait, ils ne comprenaient pas pourquoi j'avais pas fait une école d'ingénieur, et ils ont probablement raison, et peut-être que j'avais pas assez réfléchi avant. Mais je me suis rattrapée en allant travailler dans l'industrie, en allant travailler dans la tech. Donc finalement, j'ai quand même façonné mon parcours vers là. Mais j'aurais pu tout à fait arriver là où je suis aujourd'hui en faisant une école d'ingénieur. D'accord. Ouais, donc merci de le répéter. Justement, effectivement, les métiers du numérique, peut-être que parfois on a l'impression qu'il y a plus d'hommes, mais on peut être aussi plus de femmes, ou du moins à part égale. En tout cas, c'est ce qu'on espère aspirer. Donc merci beaucoup Isabelle de nous avoir parlé de ton quotidien. Est-ce que tu as un dernier conseil avant qu'on se quitte à donner aux jeunes qui nous regardent?
Posez-vous des questions, découvrez plein de choses. Pas de panique, on n'a pas besoin de savoir tout de suite ce qu'on veut faire. La vie vous donnera des opportunités un peu tout le temps de prendre les virages que vous voulez. Totalement. Bah, merci beaucoup encore Isabelle. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous. Très bon moment. Super. Bah, Merci. nous aussi. Plaisir partagé pour le coup. Merci à toi. On te souhaite plein de réussite par la suite pour toi et aussi la startup dans laquelle tu travailles. Et on a hâte que tu nous donnes des nouvelles dans quelques années peut-être, de voir où est-ce que vous en serez à ce moment-là. Il y a des merci dans le chat. Rania qui te dit merci beaucoup. Zaira qui te dit merci Isabelle. Merci Isabelle. Super. La Presta te précise Wesley. Merci encore de Enzo et de Ilan. Encore un merci. Merci beaucoup Isabelle, de Lynn. Enfin, voilà, je ne vais pas tous te les lire, mais en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de merci. Et puis, vous, le chat, nous, on se retrouve dans 5 à 10 minutes. On verra en fonction du timer pour la synthèse. Je vous laisse bien mettre au plat toutes vos notes que vous avez prises durant notre échange avec Isabelle, mais aussi durant la visite virtuelle qu'on a eue juste avant Storm Shield. Comme ça, on va pouvoir aller plus vite au quiz et le grand quiz pour essayer de détrôner Noam. Voilà, je vous laisse partir en pause et à tout de suite pour la suite.